Donc là, le modèle en question, c'est... Donc là, le modèle en question, c'est un Carrera 4. C'est voilà, 4000. Enfin, c'est 4000. Pour la mienne. Donc, chemisage moteur, pour justement éviter de me retrouver avec des surprises de rayures cylindres. Ouais. On a réussi à quand même aller grimper 380 chevaux. Ouais. La plus frein, la pédale part, vous allez vous retrouver sans frein. Ouais, catastrophique. Bon, elle sort de circuit. Oui, ça sort de circuit, donc ils sont un peu... ils coûtent très, très cher quand même. D'accord. Ouais. Rien que la lamelle, cette lamelle-là, elle fait 4000 et des bananes. L'ensemble, on a 12 000 €. Salut les graisseux. Alors aujourd'hui, je suis au garage des Cailloux, situé à Arras, avec le boss du garage, Karim, qui va nous présenter son véhicule emblématique, puisque c'est ton daily driver et c'est la vitrine de ton savoir-faire finalement ici. C'est un peu ma carte de visite. C'est ta carte de visite. Bon, elle est connue déjà pas mal sur les réseaux. Ouais. Parce que on mettra tous les liens en description au niveau de la page du garage. Et puis vous avez quoi, du Facebook, Insta, tout ça, non? Du TikTok, du Facebook, du Insta, YouTube. D'accord. Et puis LinkedIn. D'accord. Le réseau des pros. Ouais, pour les pros. Parce que tu partages beaucoup, enfin moi je t'ai connu par intermédiaire d'un ami, mais tu es très axé finalement sur le côté mécanique, préparation, mettre les mains dans le moteur et puis vraiment faire une dépose, faire des remises en état complètes au niveau des blocs, chemise, piston, équipage mobile, préparation moteur, c'est vraiment ton rayon. Nous ici on fait tout ce qui va pas, enfin j'ai analysé vraiment les problèmes sur cette marque, donc Porsche, une marque que je connais depuis plus jeune âge. J'ai démarré à l'âge de 10 ans avec mon père. Mon père m'a appris vraiment pas mal de choses. On doit avoir le même parcours alors. Ouais. Ouais. J'ai commencé à 10-11 ans aussi. Tu sais, on commence avec les petites tondeuses, les mobilettes et voilà, tout ça. c'est ça. Voilà. Et j'ai toujours traîné de toute façon les mains dans les outils. De toute façon, j'ai une anecdote, on m'appelait dans ma famille Clé de 13. Clé de 13. C'est pas pour rien. Et à l'heure actuelle, ils se sont pas trompés. Je suis devenu la Clé de 13. Ouais. Donc oui, c'était aussi un objectif dans ma vie aussi personnelle d'ouvrir justement et me spécialiser dans cette marque. Ça me tenait à cœur. C'est aussi une passion qui a été transmise de par mon père et qui est devenue mon métier. Ouais. Je voulais vraiment faire de ma passion. Tu es installé depuis quand ici sur Arras? Je suis installé ici depuis 2020. Ouais. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Et puis notre fort ici, c'est de refaire les moteurs à neuf, complètement à neuf. Donc on solutionne en fait les problèmes de base répertoriés chez Porsche. D'accord. Donc notamment les rayures cylindres, les déformations cylindres. Donc pour rectifier le tir, on chemise les moteurs. Parce qu'on a un souci avec le traitement d'origine nicassie qu'il y a dans ce moteur. Je mettrai quelques captures et tout ça vraiment du savoir-faire et tout ça, parce que quand on voit vraiment tout ouvert, et donc toi vraiment ta spécialité c'est ça. Donc là voilà, vous voyez, donc cliquetis, attention, regardez là, voilà ce qu'on entend. Tendeur grippé, mort, HS, c'est fini, il veut plus sortir, terminé. Regardez ici. Alors ici, lui, il s'est carrément sorti, lui. Regardez. Vous voyez? C'est amorcé, ça. Il ne s'amorce plus. Et ça, on appelle ça un tendeur flemmard. Fuyard. Flemmard, fuyard, c'est pareil. Regardez, c'est un tendeur qui ne veut plus s'amorcer. Là, ici, par contre, c'est un tendeur grippé. Vous voyez, là, ce qui est bien sur cette vidéo, c'est que je peux vous montrer les deux problèmes, les deux phénomènes qu'on retrouve. Alors lui, il n'a pas de chance, il a eu les deux problèmes en même temps, lui. Donc, il a eu le tendeur grippé d'un côté et le tendeur fuyard de l'autre. Ce qui a créé une désynchronisation du moteur. Regardez un peu comment ce moteur est constitué. Vous voyez? Donc, nous avons bien une chaîne ici qui concerne la pompe à huile. Voilà, tout ça, c'est circuit d'huile qui est prise sur le volant moteur, vilebrequin. Donc ici, on a une chaîne derrière qui passe ici. Elle passe là, là, derrière là.
ici qui joint en fait les poulies de renvoi pour pouvoir aller alimenter les arbres à canne. Et on a une chaîne ici, une chaîne là, hein, bah justement pour les arbres à canne. Voilà. Donc là, on a une poulie de renvoi qui vient ici et qui est prise sur le volant moteur. C'est pour pouvoir faire circuler, hein, tout le schmilblick, vous l'avez compris. Donc là, vous voyez, là-dessus, pareil, regardez, ici, lui ce tendeur-là, on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas, regardez. Il amorce. J'appuie, il amorce. Vous voyez, ça c'est un bon tendeur. Là, regardez, d'un doigt, regardez. Mais là, je ne peux pas. Vous comprenez le problème? Là, ici, c'est un tendeur, voilà, dit fixe. Regardez, c'est une lamelle. C'est pas un tendeur hydraulique, c'est juste une lamelle. Hein. Et généralement, eux, ils cassent jamais. C'est ça qui est marrant d'ailleurs. Hein. Ceux-là, ils cassent jamais. Bah, nous, c'est vraiment, tu fiabilises. De refaire le moteur à neuf complètement. Donc on ouvre tout et voilà. Ça arrive à quelle fréquence? Tu as noté qu'il y avait vraiment un kilométrage ou un âge ou... C'est le problème, c'est tout dépend de l'utilisation qui a été faite sur le véhicule aussi. Voilà, il y a ça aussi. Maintenant, on ne va pas juger que par rapport à l'utilisation de la voiture. Sachant que le problème peut arriver aussi bien à une voiture qui n'a pas été maltraitée, mais plus tard dans le temps. C'est ça le problème. On est incapable de donner un diagnostic. Finalement, tu t'en rends compte que quand tu as le problème, et là, il est temps d'intervenir tout de suite. Quoi. Voilà. Alors après, ça peut arriver avec on peut avoir des petits rappels, des cliquetis, de la limaille. Voilà, il y a plein de petites choses qui font que des problèmes de pression d'huile, des températures qui montent trop. Donc ça peut amener justement des signes avant-coureurs et voilà, tout ça. Tu fais des analyses d'huile, toi quand Oui. Alors moi ici, j'ai la chance de posséder du matériel vraiment dernier cri. Et je continue de m'équiper encore en plus. Hein, parce qu'on ne peut pas s'équiper comme ça du jour au lendemain avec tous les outils adéquats, c'est pas possible. Mais là, j'ai déjà un beau panel d'outillage prévu pour. Et on est capable aujourd'hui, à l'heure actuelle, de savoir même la fiabilité de l'huile. C'est-à-dire, on a une sonde, on peut sonder l'huile et savoir si l'huile est bonne et à combien de pourcents. D'accord. Donc le taux d'usure de l'huile, on peut le savoir. Nous, on a un outil pour le savoir. Donc c'est important aussi ça. Parce qu'on s'est aperçu que pas mal de monde ont des soucis par rapport à leurs huiles. Ils ne regardent pas forcément ce qui a été fait, on fait confiance et derrière l'huile, nous on s'aperçoit que voilà, vidange vient d'être faite, puis quand elle arrive ici, on teste, on regarde, elle est à 80% d'usure. Donc il faut expliquer le pourquoi du comment en fait. C'est pas normal. Alors sur le véhicule, on va faire un petit tour au niveau de l'extérieur. Dis-nous tout au niveau de l'année, modèle, tout ça. Moi qui suis complètement profane dans le milieu porschiste. Oui. Alors, déjà, à savoir que c'est un modèle que j'ai cherché longtemps et je la voulais vraiment dans cette configuration-là. Alors, outre le fait que là, elle est en covering, tout ça, pour représenter aussi le garage. Ouais. Voilà, pour l'aspect d'origine, moi je la voulais déjà en gris Kerguelen. C'est un gris très recherché. Donc là, c'est ta teinte qui est en dessous du covering, voilà, teinte d'origine, ok. Donc elle est comme ça en dessous, nickel. Et c'est un gris vraiment qui me tenait à cœur. C'est ce que je voulais sur ma Porsche. D'accord. Ensuite, on a le toit ouvrant, on a ça aussi je le voulais. Ouais. Alors c'est ça, on en parlait finalement chez les constructeurs allemands, c'est vraiment le côté où quand tu veux une finition ou une option, c'est vraiment toujours en option. Hein. C'est-à-dire il te livre un véhicule de base et après tu mets tout d'option. C'est ça qui est très différent par rapport aux Français, tout ça. Tout est d'option. Il n'y a rien qui sort de base. Ce qui fait que tu as une config, tu peux avoir deux Porsche côte à côte. Voilà, ce sera jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Non, ça sera jamais. Il pourra toujours avoir un bouton de plus ou un torrent de plus ou une bricole qui fait que ça ne sera jamais les mêmes. D'accord. C'est vraiment la configuration propre au client. D'accord. Donc là le modèle en question c'est un Carrera 4. D'accord. Alors pourquoi le Carrera 4? J'ai toujours rêvé d'avoir un 4 roues motrices en 211. C'est déjà pour moi plus sécure. Ouais. Hein, et on a l'avantage de pouvoir rouler par tous les temps. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais pas me mettre des restrictions. Parce que c'est ton daily driver, tu la roules tous les jours, ça va? Oui, je roule tous les jours. Oui. Ah ouais. Et ça pareil, hein, plus on roule, mieux c'est pour le moteur. À savoir aussi.
Ouais, moi les véhicules les plus fiables que j'ai eu, c'est ceux que j'utilisais tous les jours, même s'ils étaient réputés justement pas fiables, tu sais. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Moi, je roule tous les jours avec. Et écoutez, elle se porte pas plus mal. Ouais. Une voiture qui roule pas, elle s'abîme. Je le vois moi sur les voitures que j'ai pas le temps de rouler. Tu remontes dedans, il y a toujours des petites cosses oxydées à droite à gauche et tout. Ça vit pas quoi. Donc. De toute façon, un moteur qui ne roule pas est un moteur qui finira par avoir des soucis. Ça c'est clair et net. Une mécanique, elle a besoin de chauffer, elle a besoin de se dilater, elle a besoin de. Bah oui, c'est comme ça. Travailler, ouais. Elle a besoin de vivre. Moi, je lui fais faire aussi un peu de circuit. Ouais. Raison pour laquelle là tu viens de recevoir le petit anneau qui te manque à chaque fois et finalement quand tu arrives sur le circuit, cette fois-ci il y est et je l'oublierai plus. D'accord. Voilà. Donc je lui ai rajouté aussi une petite lamelle. Ça ce n'est pas que pour l'esthétique, mais c'est aussi pour la stabilité de la voiture. Ouais. Parce que je me suis aperçu en fait que en mettant l'aileron là-bas de GT3, c'est un aileron de GT3 RS. Ouais. Donc c'est un véritable. D'accord. C'est un aileron il coûte très, très cher quand même. D'accord. Ouais. Vas-y, annonce-nous le tarif, comme ça on pourra pleurer tout de suite. De toute façon, tout est en détail. Ouais. Rien que la lamelle, cette lamelle-là, elle fait 4000 et des bananes. D'accord. Voilà, enfin, l'ensemble, on a 12 000 euros. 12 000 euros rien que pour avoir cette arrière. Ouais, chez Porsche, oui. D'accord. En pièce OEM, donc la pièce d'origine, on est pas de la copie. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là, c'est bien, on est bien sur du 12 000 euros chez Porsche. D'accord. Maintenant, pourquoi je voulais ça? Je voulais vraiment, je la voulais en Carrera 4, donc 4 roues motrices. En fait, j'ai pris tous les avantages en fait. Voilà, je la voulais 4 roues motrices pour avoir un bon maintien, que je peux faire aussi bien par tous les temps, de la route ou du circuit. Elle va sur tous les terrains. Après, ça demande quand même une certaine technique de conduite sur circuit, parce que quand c'est en 4 roues motrices, c'est pas du tout la même chose qu'une propulsion. Non. Donc pour la glissade, il faut vraiment bien gérer et contrôler son véhicule. D'accord. Parce qu'on fait vite des tout droits. Ensuite, donc ça, et je voulais l'équiper parce que moi, ce que j'aime par-dessus tout chez Porsche, c'est les GT. On aime tous ça de toute façon. C'est les GT. Maintenant, niveau budget, c'est vrai que il faut. Ça coûte très cher les GT. Après, j'ai envie de te dire que sur l'usage que toi tu vas en avoir, c'est quelque chose qui est intelligent parce que tu l'as configuré comme tu l'utilises et justement tu n'as pas peur de rouler avec quoi. Voilà, exactement. Parce que c'est pas non plus le modèle. Je la voulais comme ça en finition GT et pouvoir rouler tous les jours avec. Voilà. Me dire je suis pas embêté parce que j'ai des freins qui coûtent 10 000 euros. On a toujours non. On a ça quoi. Quand tu as un modèle qui est très très désirable ou alors des modèles quelquefois je te parle on parlait de voitures anciennes, des modèles qui sont extrêmement cotés tout ça. Tu vas avoir tellement peur de les utiliser parce que tu te dis si je me prends un travers, je me fais un tout droit ou qu'on me rentre sur le... le véhicule, on perd un morceau complet de l'histoire de l'automobile quelquefois parce que c'est des modèles très très rares ou c'est collector et on va avoir tendance justement à nous pas profiter alors que la vie est courte et là c'est une bonne solution. C'est ce que je dis aussi, c'est pour ça aussi que j'ai un slogan, donc le garage des cailloux, la passion avant tout. Ouais. Parce que justement en fait à travers ce slogan faut pas se bloquer à travers cette passion juste pour le coût financier. Non. Ouais, se brider quoi. Ouais. Non, voilà, non. Alors au niveau config sur les trains roulants, on va commencer par l'avant. Elle sort de circuit. Ouais, ça sort de circuit. Donc ils sont un peu. Ils ont travaillé, tu les as testés. Qu'est-ce que ça donne alors? T'es satisfait? Ouais, je suis satisfait. C'est très bien. Bon, je suis insatisfait, c'est pour l'usure parce que je vois que au final une session et c'est une session puis voilà le résultat. T'as dû bien tartiner là quand même. Je lui ai pas fait de cadeau à la voiture. Je l'ai vraiment envoyé, j'ai pas fait de cadeau. Et puis quand ils étaient bien chauds, je me suis amusé à la faire glisser. D'accord. Donc c'est ça aussi qui fait que voilà. Ouais, espérance de vie, ça diminue quand c'est comme ça. J'en ai même perdu mon cage de roue avec la chaleur et j'en suis arrivé à faire fumer mes freins. D'accord. Donc en freinage là t'es en. On est sur du Brembo. Alors pareil, à savoir sur Porsche, quand on dit freinage Brembo, on n'a que l'étrier Brembo. On n'a pas le freinage qui va avec. On n'a que l'étrier. Attention, n'allez pas faire du circuit sans équiper votre voiture.
si vous voulez faire du circuit, déjà vous allez devoir changer votre liquide de frein. Parce que le liquide de frein d'origine, il va bouillir. T4, c'est de la merde. Clairement, pour leur circuit, c'est pas bon. Donc vous êtes obligé minimum de mettre du 5.1 ou alors mettre le circuit vraiment compétition que je peux avoir, mais il est extrêmement cher. On parle de 70 € le litre. Voilà, donc c'est du pareil, c'est du Castrol aussi, qui grimpe à des très hautes bonnes températures. Ça vous permet de ne pas avoir de perte de frein. J'ai déjà connu sur circuit. Des tu as fait 2 tours, c'est fini quoi. La pédale part, vous vous retrouvez sans frein. C'est catastrophique. Donc là-dessus, on est sur du freinage. Là, on est sur du disque Bosch pour te dire. Hein. Alors les disques là, j'ai laissé ceux-là parce que ils n'ont pas encore d'usure. Donc j'ai dit bon, on va les finir jusqu'au bout. Et au niveau des plaquettes, là, moi je mets, là c'est du Brembo, mais je vais passer sur du freinage compétition, parce que j'ai vu que ça, pareil. Ça y est, t'arrives à la limite, quoi. D'accord. Donc je vais passer sur du freinage vraiment compétition. Pareil, c'est pas donné, mais on a besoin d'un bon freinage sur circuit. Et comme je fais les deux, j'en ai besoin, quoi. Très bien. Et au niveau de l'arrière, Et j'ai voulu aussi passer côté esthétique sur des jantes de turbo. D'ailleurs, je vais bientôt rechanger pour les jantes GT, les GT3. Mais ceux-là, c'est vrai que j'adore ces jantes. Elles sont belles. J'adore ces jantes. Voilà, elles sont un petit peu parce que elles ont travaillé. J'ai fait des purges là-bas sur circuit, donc ça a coulé un peu de partout. Et puis j'avais pas le temps. C'était pressé de repartir. Et du 305 30 19, ok. Oui. Donc là c'est du. Donc ça fait une belle galette. C'est pas mal. Et ça permet aussi de bien tenir la route. Et au niveau config, t'es pareil, freinage. Oui, pareil. Comme à l'avant, quoi. Ok, très bien. Sur du disque Bosch, pareil, toujours pas d'usure, donc j'attends de les avoir. Il n'y a pas de raison, on va les finir. Ils ont été achetés. Donc, Et après, je changerai vraiment l'intégralité du freinage pour passer sur du. Et là, au niveau budget, quand tu vas passer en 100% compète, c'est un billet de combien là? Faut compter 2000 € de freinage. 2000 €. D'accord. Et en durée de vie, c'est l'entrée de. C'est pas non plus. C'est l'entrée, d'accord. Mais bon, ça sera déjà un bel upgrade par rapport à là, quoi. Oui. Donc, faut regarder vraiment, c'est ce qu'on regarde jamais, mais sur son freinage, faut regarder, c'est la teneur, la capacité au degré. Donc tenue en température. Voilà. D'accord. C'est ça qui est important. Et on regarde jamais en fait. On est toujours à parler du mordant vraiment ou du genre de choses, mais c'est à haute température, qu'est-ce qu'il faut l'endurance, quoi. C'est surtout ça, quoi. C'est ça. Ok, et alors après, il nous reste le plus important, ça va être le cœur. Au niveau config moteur, tu nous as fait quoi dessus? Alors, sur la config moteur, donc déjà dans un premier temps, je suis passé tout de suite par le chemisage. Ce que je propose, je l'ai fait pour la mienne. Donc chemisage moteur, pour justement éviter de me retrouver avec des surprises de rayures cylindres. Ensuite, ça nous a permis de rectifier aussi les coussinets de bielle, les bacs de miel, et tout le team. Pour dire vraiment d'avoir tout équipage mobile. Voilà, une base. Ça, tu fais tout l'équipage mobile et cylindre piston. C'est vraiment tout ce qui est mobile, tout a été remis à neuf et en renforcé. Donc j'ai même mis du temps à trouver mes pièces et ça m'a permis aussi de rencontrer des nouveaux fournisseurs. Au niveau budget, il y en a pour combien, rien qu'en fourniture de pièces là-dessus? Là-dessus, c'est une config. Là-dessus, c'est une config à 20 000 €. 20 000 de pièces à peu près? 20 000 € et encore, c'est pas fini. Parce que je vais encore améliorer certaines choses. J'en ai encore pour 10 000 € en plus. 10 000 de plus, ok. On va arriver juste pour le moteur, l'ensemble moteur boîte, on sera côté 30-35 000 €. Mais bon, ça c'est ma config perso. Mais je rappelle que je fais aussi du circuit, donc moi je l'équipe en fonction d'eux aussi. Tu la mets selon ton usage, ton besoin, ton utilisation. À savoir qu'un renforcement moteur simple, on tourne entre 12 et 15 000 € suivant les pièces qu'on va remplacer en plus, qui ne sont pas compris dans le forfait. Et en potentiel de durée de vie, dans un usage, on va dire, comme le tien et tout ça, ça va durer combien de kilomètres ou combien de temps à peu près? L'avantage, c'est une fois, dès lors où on enlève en fait ce revêtement, on passe en chemisage, ça nous permet d'avoir un bas moteur au final hyper costaud et il est prêt à prendre les kilomètres. On peut faire
500 000 sans problème. T'as refait combien toi depuis justement cette opération Là, t'as fini de roder quoi de ouais, peut-être 10 000 km là. Ouais. Ouais, 10 000, on n'est pas loin. On n'est pas loin, et puis je veux dire, j'ai pas de soucis particuliers, pas de cliquetis, rien. Et croyez-moi, je lui en mets. Quand je fais le tapis, moi, elle a mangé toutes les plages de régime, déjà. Et non, j'ai pas de problème particulier. D'accord. Pas de problème particulier, pas de consommation d'huile, très bonne pression. On est aussi entre 5 et 4 bars de pression d'huile en roulage, donc c'est très raisonnable. Tu tournes avec quoi comme huile Alors là, je suis en 1060 Supercar, chez Castrol. D'accord. Très bonne huile. Ah oui, oui. Après, sur la ligne d'échappement, la seule chose qu'on voit dépasser, c'est c'est les embouts. Là, on est sur du SCART. D'accord. Alors pareil, c'est un de mes fournisseurs aussi. On est sur du SCART. D'ailleurs, on va proposer aussi les lignes SCART très prochainement. Là, j'ai encore une nouvelle ligne qui va arriver, pour la mienne. Ils m'ont retravaillé une ligne complète. Donc que tu vas poser sur celle-ci? Oui, je vais changer encore. SCART, il n'y a pas mieux. Ouais. SCART, je vais la mettre en route, vous allez entendre le bruit. Toi, tu les testes quoi en fait. Oui. Tu vois, et si ça te va pas ou en fait ça te fait vraiment la vitrine quoi. On vient là, tu t'essayes, tiens, cette ligne là, ça vous va quoi. Il y a quand même une grosse partie de performance grâce à. Ouais. Au niveau des échappements, bien sûr. Tu gagnes combien au bas mot et tout ça, alors là-dessus, sachant que tu as quand même la config moteur qui va bien avec. C'est ça qui permet on gagne facilement une vingtaine, de chevaux. D'accord. Parce qu'on va travailler en fait sur la contre-pression. Pression contre. De toute façon, c'est simple. Sur de l'atmosphérique, on va travailler sur de la pression contre-pression. Voilà. Il y a la pression d'une part et la contre-pression d'une part. Si on sait jauger les deux, on va obtenir quelque chose. Et après, en améliorant justement les parties injection, et là on va pouvoir gagner de la puissance. Donc il faut vraiment jouer là-dessus. Après, si on veut vraiment gagner un gros gain de puissance, là on va jouer sur du réalisement de moteur, et là passer changer gros piston et changer l'architecture même quoi. Finalement, on va les modifier, les chiffres, les cubages. On va aller chercher les cubages, on va les gonfler, et puis là on peut vraiment dégager des watts. D'accord. Là en config, tu sors combien aujourd'hui? Tu l'as passé au banc Là-dessus, j'ai encore justement, je dois encore peaufiner la carto. Alors la carto justement pour les réglages, c'est plus pour des réglages. Là déjà quand on a fait les cartos, c'était pas du tout pour aller chercher des chevaux, c'était plus pour rendre tout le moteur homogène avec ce qu'on a fait. Et utilisable au quotidien sans que ça soit inconduisible, vraiment et malgré la polyvalence. Ça, même sans chercher les chevaux, on a réussi à quand même aller grimper 380 chevaux. Voilà. Et là l'objectif c'est de faire passer la barre des 400 sur banc, et être sûr et certain qu'on les développe, qu'on les sort. Et voilà, donc là j'ai encore 2-3 pièces à remodifier, à rechanger, pour retravailler. À la fin c'est du travail, tu vas aller grappiller là à la fin elle va 5 par 5 en général. Elle va sortir avec un stage 3 là. D'accord. Voilà. Donc à la fin c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir lui claquer le stage 3, bien le régler, et puis pouvoir dégager ses chevaux réels sur banc. Ok. Voilà, donc on a comme je rappelle, le bas moteur chemisé, donc tout est renforcé au niveau de l'embellage, tout ça, segmentation, les pistons biel forgés. Dans les culasses, tu fais quoi? Tu travailles aussi ou... Alors pour les culasses, non, pas forcément. Les culasses sont très bien d'origine. C'est déjà bien d'origine, c'est déjà bien d'origine. Il n'y a pas besoin de les retravailler. Enfin, à mon niveau, j'ai pas besoin de les retravailler. Mais c'est plus le bas moteur. Je pense que c'est déjà vachement optimisé aussi, parce que même tu voudrais passer, même en taille de soupape et tout ça, tu peux pas aller chercher beaucoup plus. C'est déjà au max quoi. C'est Porsche, c'est monté serré. On peut pas trop jouer là-dessus. Ça va être des millimètres. Donc c'est pas la peine. À ce stade-là, vaut mieux travailler sur les cartos. Après, il y a un truc qui est intéressant, c'est de passer en soupape titane. Alors, le prix, c'est pareil. On en a pour plus de. Après, c'est toujours le même ratio. Je veux dire, entre tu vas aller grappiller des dixièmes de seconde sur des circuits ou ce genre de trucs. Est-ce que c'est vraiment là qu'est le besoin? C'est plus déjà dans un premier temps de fiabiliser le moteur. Et on fiabilise comment? Par le bas moteur. Simplement. C'est là où les problèmes arrivent, généralement. Rarement au-dessus. C'est un peu, j'ai envie de te dire, moi pour avoir refait pas mal de moteurs et tout ça aussi,
les gens te disent j'ai refait le moteur, tout ça, mais en fait, quelquefois vous faites des travaux sur des mauvaises fondations. C'est comme une baraque. Si vos fondations sont pas bonnes, ça sert à rien d'aller remettre une bonne toiture ou de faire des peintures. Votre moteur, c'est la même chose. Si le bas moteur et tout ça n'est pas prêt à encaisser, c'est lui qui va tout transmettre la puissance au niveau de la transmission. Donc, s'il n'est pas fiable, c'est pas la peine. J'ai des clients qui me demandent, qui me disent oui, je voudrais tourner un petit peu sur circuit, je voudrais ceci, cela, gagner un peu de chevaux, machin. Je dis bah oui, mais avant de parler de chevaux, il faut déjà parler de fiabilité. Parce que déjà d'origine, on sait que c'est pas fiable. Il y a des problèmes. Donc déjà solutionner ces problèmes-là, et après pouvoir dire oui, on va aller chercher des chevaux. On peut pas faire. C'est pour ça que t'es pas dans la recherche du chiffre pur, parce que là on annonce des 380 chevaux. C'est beau, mais on n'est pas dans des choses délirantes où aujourd'hui, sur YouTube, maintenant tu dis 5, 600, 700 chevaux, on en voit passer couramment. Mais oui, mais alors là-dessus, on peut faire. Je peux faire, c'est pas un problème. Je peux très bien dire, bah tiens, celle-là, je veux 700 chevaux, je vais les sortir, mais elle va plus être en Atmo. C'est ça le truc. Tout est possible, tout est question de prix et puis d'utilisation. Elle sera plus en Atmo, elle va passer en soit turbo ou compresseur. Mais là, après, on change complètement la configuration. C'est plus du tout, ça n'a plus rien à voir. Toi, et puis toi, tu tiens vraiment au côté Atmo. Moi, oui. Là, je veux Là, ce que je veux, c'est vraiment tirer du maximum de l'Atmo. Maximum. Une fois que c'est fait, après, j'ai déjà autre chose. J'ai déjà autre chose en vue. C'est bien d'y aller graduellement. Comme ça. Mais là, dans un premier temps, l'objectif, c'était de tirer le maximum de l'Atmo. Maximum. C'est un défi aussi pour moi-même, parce que c'est plaisant à faire pour moi, c'est ma passion. Et voilà, c'est toujours plaisant de se dire, beaucoup de personnes essayent de tirer le maximum d'un Atmo, ils n'y arrivent pas. Et nous, on se casse la tête pour y arriver. D'accord. Donc l'objectif maintenant pour la prochaine fois, du 400. Ouais, l'objectif, on essaie de passer la barre des 400. Voilà. Et on a déjà la pré-config qui va bien, qui va aller bien. Ça te donne le sourire tous les matins quand tu montes dedans. C'est ça qui fait que tu as envie de venir bosser. Tu sais que j'ai eu des bagnoles où je cherche, on est tous pareils, à chercher, tu tiens, j'irais bien à cet endroit-là parce que tu trouves forcément quelque chose à y faire pour dire d'y aller avec ta caisse. Quoi. Bien sûr. Donc t'as ça aussi, il n'y a pas de quoi. Ça va. Okay. Bah écoute, on va aller essayer ça. La petite baguette, je vais prendre ma planche. Il te faut du pain, tiens, ça tombe bien. T'as pas besoin de pain, quelquefois. Hop là. S'il y avait un mot vraiment qui te vient à l'esprit au niveau de ce véhicule-là, pourquoi vraiment Porsche par-dessus tout? Alors moi, pourquoi Porsche par-dessus tout? C'est les premiers moteurs où j'ai mis les mains dedans. Ouais, donc il y a l'attachement au niveau familial, une histoire personnelle avec. Vraiment. Mais c'est un tout. C'est un tout. J'aime la forme du logo. J'aime les couleurs. Je rencontre, tu vois, pour mon entreprise et tout ça, puis ce qui est raison aussi de ma venue, parce que bon, je t'ai parlé de ce que je développais, et puis on va afficher ta voiture dans l'appli. Mais la plupart des chefs d'entreprise que je rencontre, il y a toujours une Porsche qui traîne. Ouais. C'est bizarre, hein. Alors, comment après, ça se fait? Après Porsche, c'est vrai que c'est aussi la voiture aussi je l'appelle la voiture du papa pressé. C'est la voiture du papa pressé. C'est-à-dire que si tu analyses finalement sur le marché, quand tu veux quelque chose qui soit à la fois sportif, qui te donne les sensations, qui soit avec une conduite là comme ça possible en boîte manuelle, que les chevaux, que ça soit Atmo. C'est la voiture de sport la plus sérieuse. Pour moi, à mon goût, à mes yeux, c'est la plus sérieuse, que ce soit niveau prix, que ce soit niveau conduite, que ce soit niveau représentation du véhicule. L'esthétique fait énormément en fait. Il n'y a rien
n'y a rien qui égale une Porsche. Bah, une Porsche, voilà. Moi après, je te dis, je suis pas porschiste, donc il m'arrive même. Enfin moi, je connais pas tous les modèles, je confonds. Et puis pour moi, une Porsche, toutes les Porsche se ressemblent, mais non, quand on regarde de plus près, elle a tout enfin même sur sa caisse en elle-même, elle a tout l'aérodynamisme, même d'origine. C'était vraiment pensé pour ça. D'accord. Et c'est pour ça aussi qu'elle a une très bonne tenue de route aussi. C'est parce que tout a été pensé pour. On va pas avoir des moments de surprise ou non. La dernière personne avec qui j'en ai parlé, elle m'a dit qu'elle avait découvert ça, elle avait réappris à conduire. Ouais. Parce que au début, ça a été, je vais pas dire une révélation. C'était complètement différent. Bien sûr. Au niveau de ses répartitions de masse, c'est ça. Elle a dit j'ai réappris à conduire et aujourd'hui je ne veux plus que ça. Je n'envisage pas de rouler avec autre chose que ça. Enfin, pour moi, à mes yeux, c'est ça. Ça reste la plus sérieuse des supercars, parce que ça fait partie aussi des supercars. Ouais. Et ça reste la plus sérieuse. Et ça reste malgré tout, entre guillemets, accessible quand même. Ouais. Voilà, on n'est pas sur des budgets à... pour une... Non. Le prix de départ là-dessus, on va monter sur du 40 000 €. Et puis après, tout dépend de ce que tu veux, de ce que tu fais au niveau de prépa. Et puis, voilà. Mais on peut en trouver dans 40 000 €. On peut en trouver. Voilà. Enfin, des modèles comme ça. Donc là, ouais. Bon, on va essayer de chauffer un petit peu. Donc, ouais, ta pression d'huile. Donc là, t'as quoi 800, 900 tours. T'es déjà à 3 bars, tu vois, en hyper stable comme ça. Enfin, on le voit. Là, on verra mieux. Attends, parce que j'ai la clim qui s'est mise. Attends, je vais la couper. Voilà, on redescend. Voilà. Mais là, c'est parfait. Là. À froid, c'est ce qu'on doit retrouver sur son véhicule. D'accord. Voilà. Et après, tu as toujours tourné, toi, à la 1060, de toute façon, avec celle-ci. Ou t'avais... Non, 1060, toujours. Toujours. Ok. Ouais. 1060, en fait, c'est une très bonne huile, aussi bien à froid qu'à chaud. Surtout à chaud. Ouais. Surtout à chaud. J'ai encore vu ce week-end sur circuit. Ouais, parce que sur circuit, tu arrives au niveau des températures d'huile et tout ça, tu vas aller taquiner combien? Elle va aller taquiner 120 degrés, mais elle va rester. Ouais. Et tu restes toujours avec une bonne pression, même à 120 degrés, quoi. Ah ouais, après, sur circuit, généralement, c'est ça. On va monter à 110, 120 degrés. Normalement, la température de liquide de refroidissement, elle doit rester à 80. Moi, là, elle reste à 80. Puis après, pression, on est aussi entre 5 bars et 4 bars et demi. C'est des pressions normales. Ouais, c'est la santé du... Si tu vois que tu es un petit peu en dessous, il faut commencer à s'inquiéter. Tu t'arrêtes tout de suite, quoi. Bien sûr, tu cherches la cause parce qu'il faut. Mais c'est tous ces indicateurs, c'est pas inodin en fait, ils sont. Oui, bien sûr. Pour. C'est ce qu'on disait quand je montrais vraiment la config au niveau compteur, quoi. C'est que voilà, vous avez tout et toutes les informations importantes, température d'huile, pression d'huile, absolument indispensable et malheureusement, on est obligé d'aller chez Porsche pour l'avoir d'origine, quoi. Et nous, sur des véhicules de luxe, tu l'as plus, quoi. Tu vas avoir c'est comme le chrono. Alors, par contre, celle-ci, elle n'a pas le pack chrono. Ouais. Donc, il y a un petit pack chrono qui se met ici. Voilà, on vous montre quelque chose qui n'existe pas. Avec un petit chrono. Bon, ça a fait son petit effet quand c'est là, c'est vrai. Mais faut pas. Je sais qu'il y a des gens qui restent focalisés là-dessus, mais il faut pas. On va voir un petit peu. Alors, on va voir un petit peu comment ça se comporte tout ça. Là, tu vois, celle-ci, c'est 9,96. Que je vais, pareil, je vais faire aussi une sacrée vidéo là-dessus. Ouais. On va la préparer aussi. Je peux pas trop en dire dessus, mais d'accord. On va bien la préparer. Le client veut rester discret. Elle va tourner aussi avec moi sur circuit. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un rêve, c'est de se dire, voilà, j'ai mon véhicule dans la config que je veux. Et je peux rouler aussi bien sur la route que sur circuit. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, tu vois, ce qui est bien avec les X-Cart, tu as toujours ces petits retours. Ouais. Ces petits retours d'allumage à l'échappement. Et ça, c'est vraiment le truc. Et ça se fait. Elle reste ça se fait d'origine. Oui. C'est pas du tout rien à voir avec la Carto. Puis c'est pas un roulable non plus, tu vois. Ça reste discret quand tu tournes.
là-dedans, tu peux aligner des kilomètres et tout ça sans être sourd, quoi. C'est pas inconfortable et là, au niveau sono, quoi. Là, ils retravaillent là-dessus, en fait. Ils refait une ligne, ils retravaillent justement sur l'aspect, tu sais, le petit... quand t'es en sous-régime et... Ouais, tu veux diminuer la résonance qu'on a là, voilà, comme ça, là. Voilà, là, ils travaillent sur ça. Mais tout en gardant un bruit vraiment... Et puis surtout, il n'y a pas que le bruit. Hein. Il faut regarder aussi, c'est le... Ah, comment on appelle ça? La performance. Ouais. Il n'y a pas que le bruit. On peut avoir des voitures très silencieuses, elles sont hyper performantes. Là, au niveau perf et tout ça, donc ton 0 à 100 et tout, tu le fais en combien? Tu sais à peu près ou pas? Honnêtement, j'ai pas... Non, Petit élément de comparaison. j'ai pas regardé, j'ai pas fait mes chronos. Tout ce que je sais, c'est que je fais mes chronos quand je suis sur circuit, hein, les tours de circuit. Mais après, non, je regarde pas, je suis pas focalisé sur ça. Non. Moi, c'est plus, il faut que ça chante, il faut que ça réponde quand j'ai envie d'avoir de la puissance, il faut qu'il y ait le truc. Hein, si on n'a pas ce petit truc, ça va pas. Là voilà, si on veut chercher la puissance sur celle-ci, il faut attendre 4000. Là c'est 4000. Tu vois, c'est 4000 après. Ah, c'est fou, hein. Et ça, c'est vraiment typique de chez Porsche, tu vois, passer les 4000, t'as ce son moteur et c'est inimitable. Vraiment. Inimitable. C'est inimitable. Tu l'entends passer, tu reconnais, quoi. Ah ouais, c'est le flat. Hein. C'est le flat. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucun autre moteur qui chante comme ça. Aucun. 4000. Et après, pareil, il y a aussi ce fameux talon point. Tu sens le verre de talon point? Non, bah tu vas prendre. Ouais, regarde. On voit, en vrai. En fait, tu maintiens. Voilà, et puis tu rétrogrades tes vitesses. D'accord. Ça consiste en fait à freiner, garder le pied sur le frein pour pas se retrouver sans frein dans le virage. Et puis voilà, donner un coup d'accélérateur pour dire de passer la vitesse tranquillement, quoi. Parce qu'on sait qu'on va la faire partir dans des régimes et c'est pas bon. Voilà, j'ai pas les chaussures. T'as pas, ouais, t'étais en chaussures de jeune entrepreneur aujourd'hui. Voilà, ouais. Bah, puis il faut être. Tu sais, la conduite sportive, c'est tout un art. Hein. Tu peux pas faut vraiment l'apprendre. Et puis c'est au fil des années que tu sais faire. C'est vraiment quand t'es chaud. Chaud patate. Quand t'es chaud patate, c'est là où ça vient tout seul. Et après, bah, ou t'es fait pour ou t'es pas fait pour. Hein. Ça, malheureusement, on peut pas le. Écoute, merci pour cet essai. Le bilan qu'on peut en tirer, c'est que tu vois, je sortais justement d'un essai d'un modèle très sportif dont je t'ai parlé, ouais, mais qui n'a pas ce niveau de finition. Et finalement, là, ce qui est fou chez Porsche, c'est que tu vas avoir la performance et tu vas l'avoir à tous les niveaux, dans un niveau de confort extrême, c'est-à-dire que tu vas passer les 100, 150 et tu vas être à 200 sur autobahn. Hein, et on ne se sent pas hors sécurité. On est enfin, tu sais que c'est sérieux jusque dans l'extrême. C'est ça, ouais. Ça. Alors que quand tu vas être dans des... Enfin voilà, bon, on a tous modifié quelquefois, nous, en étant jeunes, des caisses qui étaient un peu... Ça brinque-balle un petit peu, tu arrives à des belles perfs moteurs, mais le reste, il suit plus du tout. Voilà. Et là, chez Porsche, finalement, l'ensemble est homogène et pensé, c'est carré du début à la fin, quoi. Ah ouais, c'est vraiment sécure à 100%. Ouais. On peut y aller les yeux fermés. Elle ne nous lâchera pas, ça n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah belle config, et puis le plus important, c'est que toi tu prennes du plaisir avec, et puis qu'elle soit tous les jours emblématique du savoir-faire. Et tu sais, j'ai aussi ce petit truc qui fait que les odeurs. Ouais.
les odeurs moteur, les odeurs aussi intérieures, cuir, tout ça, c'est des choses que je retrouve. Parce que tu vois, quand j'ai connu cette marque, moi j'étais déjà, je traînais déjà dans des typique, 944, des 928. Je peux pas le retranscrire en vidéo, mais c'est la même chose. Moi, les yeux fermés, tu vas m'ouvrir une voiture. Bon, je vais reconnaître au bruit de l'ouverture de porte en général, et l'odeur que tu as dans certaines voitures qui est typique. C'est typique, je sais pas. Il y a une odeur, je retrouve. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand on a connu ça, et puis aujourd'hui, les voitures avec quoi je jouais aussi quand j'étais petit, maintenant je joue avec derrière le volant. Non, mais on est resté bloqué. Il n'y a que la taille des jouets qui a changé, mais c'est ça. On est resté bloqué. De toute façon, on a ce côté passionné et on reste bloqué mentalement à un âge mental qui est pas. Si. Mais bon, on assume, c'est pas grave. De toute façon, la vie étant courte. Il faut assumer ce qu'on fait, ce qu'on est, ce que l'on souhaite devenir. Ok. Bien sûr. Et c'est cool. Donc on va se quitter là-dessus. Donc je remettrai tous les liens dans la description au niveau de ton savoir-faire. Toi, ton souhait aujourd'hui, c'est de proposer quoi à tes clients, tout ça. Qu'est-ce qui te fait vraiment triper le plus sur le travail, ce que tu aimes le plus réaliser finalement au garage? Parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas forcément faire et tout ça, et c'est pas forcément son truc. Mais toi, c'est vraiment c'est quoi? Ce que me dire, le truc, ce que j'aime vraiment, c'est par exemple avoir une voiture qui vient ici sur plateau, moteur cassé, et puis lui redonner vie, et puis lui redonner toute pimpante, toute voilà, ça c'est le. Et surtout méca, après tout ce qui est carrosserie et tout ça, c'est pas... T'apprécies moins, c'est vraiment le côté d'aller dépanner, redonner vie et puis trifouiller dans les non mais ça passe aussi pour... Non, ça passe aussi par l'esthétique. L'esthétique aussi, Donc là, à l'heure actuelle, je pose déjà des kits aussi, tes cartes. Si, on fait aussi. On fait aussi, et pareil, on prend un réel plaisir à le faire. Et c'est aussi un travail d'orfèvre, parce que... la carrosserie c'est pas simple, et puis la carrosserie par contre on est trahi, c'est par le résultat, c'est-à-dire si on se loupe, c'est texto, ça se voit direct, c'est tout de suite. Voilà. Alors que la mécanique quelquefois, on peut le dire, il y a des... ça peut arriver, et même quand c'est fait, que tu as vraiment fait tout bien comme il faut, moi ça m'est arrivé aussi. Ça peut arriver. Tu comprends pas, tu dis tiens, tu recommences, et bien sûr, on finit toujours par trouver, mais il y a des aléas, quoi. C'est pas une science exacte. Après on a toujours le petit côté où le timing. On se dit tiens, je voudrais parce que toi tu dois le gérer au niveau des clients, quoi. Mais c'est pas évident. Moi je le fais en perso, c'est pas très grave, quoi. Au pire tu reclaques le capot, tu dis bon, je verrai ça dans une semaine. Et aussi on a aussi un petit truc que j'aimerais rajouter, parce que on a mécano et mécano. Il y a deux types de mécaniciens. Explique-nous. T'as le mécanicien qui est là pour faire du chiffre. T'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est un peu ça. C'est ça. Lui, il est là pour faire du chiffre, il n'a pas le temps. Il va pas regarder les à côté. Voilà, on lui dit fais ça, je fais ça. Point. C'est un peu le même principe qu'un ordinateur. Il voit une porte ouverte, elle est ouverte. Elle n'est pas entrefermée ou entrebâillée. C'est où elle est ouverte, où elle est fermée. 0 ou 1. Point. Donc tu as le mécano qui est comme ça. Et tu as le mécano comme moi qui, je pense que comme toi aussi, qui, on est trahi par notre passion aussi, parce que le souci c'est que chaque véhicule qui rentre, je dis bien chaque véhicule qui rentre, on le prend comme si c'était notre véhicule. Et alors, le moindre petit pépin, l'anomalie, même qui n'est pas conclu dans le devis ou autre, on va être sereiné dessus, et on va aller voir ce qui se passe dessus. On se sent en charge de devoir le faire, parce qu'on se dit ça peut pas rester comme ça, quoi, tu sais. Moi, chaque véhicule, quand je monte dedans, je regarde tout ce qui se passe, je fais tout son contrôle complet, je lui fais déjà avant même de faire. J'ai ça, véhicule que je viens de récupérer, je l'ai récupéré en panne, je verrai que c'est panne les unes derrière les autres. Ça n'empêche pas de rouler, tu vois. Et par moment, il y a des choses que je ne facture même pas. Mes voitures en meilleur état que je les ai eues, quoi. Et je fais des choses sans même les facturer. Je fais des choses. Parce que je sais très bien que... Arrête de dire ça, les gens vont abuser, ils vont venir, ils vont dire ici, en fait c'est bien, c'est un mécano qui facture pas. Donc... Mais non, mais je suis pas le seul. Je pense que toi aussi, ça t'arrive aussi, des choses comme ça.
Tu fais un forfait, on va dire. Et voilà, mais moi je trouve que je sais comment doit se comporter une Porsche. Et quand je monte dans une Porsche qui se comporte pas comme ça, ça te hérisse le poil. Ouais, j'aime pas ça. Ouais. Parce que ça ne se vit. C'est ça qu'on disait. Moi, c'est ce qui m'est ressorti au niveau vécu avec les Allemandes. Les Allemandes, c'est carré. Tout doit être nickel, parfait, tout ça. Sinon, ça s'apprécie pas complètement. Bien sûr. Et tu peux pas les être un peu sur le côté, tout ça. Non, c'est pas comme ça. Chose qui est possible avec d'autres marques. Où bon voilà, tu attrapes la pièce, tu fais 2-3 points de soudure, ou tu modifies, tu mets une pièce d'une autre. Combien de Porsche ça va aller, mais les Porsche, c'est pas, ça se vit pas de cette façon-là, quoi. C'est pas possible. Non, c'est de toute façon une Porsche, tout est au ressenti derrière le volant. On peut dire. On peut très bien prendre une Porsche, elle être toute belle, toute magnifique. Les premiers tours de choc, c'est même pas la peine. Moi, je descends, j'ai dit bah non. Il y a plein de choses à voir, c'est pas bon. Ça transfigure la voiture complète entre ça. T'as déjà eu aussi le retour avec des clients finalement, avec venaient et puis ils repartaient, c'est plus la même voiture. Oui, si. Ouais. J'ai aussi sur des anciennes aussi. J'ai des clients qui m'ont amené des anciennes, des 964, 993 et je les trouvais un peu molles. Donc moi au premier regard, je voyais le client rouler avec, je dis ouais bon, je peux l'essayer, j'essaie le véhicule, je dis ouais bon. C'est pas ça. Après, il me dit bah non, moi elle marche très bien. Ouais, ok, d'accord. Pour vous elle marche bien, mais pour moi elle ne marche pas bien. Et effectivement, après un recalage moteur, parce que c'est important aussi une synchronisation moteur. À savoir que des chaînes ne sont pas inusables. Une chaîne se détend. Une chaîne, on a une usure. Ça s'allonge, ouais. Quand on voit les annonces, on dit ouais, distribution par chaîne, inusable, et il faut pas y regarder. Non, une chaîne ça s'allonge. Combien de fois, alors surtout sur les architectures, je sais pas comment ça marche chez vous, mais tu prends une architecture en V où tu as un tendeur d'un côté, et admettons tu as décalage à géométrie variable sur les arbres à cames, ce qui fait que d'un côté, bah tiens, tu te retrouves avec un peu d'avance ici, puis de l'autre côté tu as du retard. Et puis le mec, tiens, il y a un problème, et bah, ça ne rebondit pas comme il faut, parce que tu as une banque de cylindres qui fonctionne d'une certaine façon, de l'autre côté, ça va pas. On le voit tout de suite, ça se ressent tout de suite dans le comportement du moteur. C'est-à-dire quand on va rouler, on va lui demander de la puissance et on voit très bien que la puissance elle n'est pas au rendez-vous. Alors il faut être encore connaisseur pour se rendre compte de tout ça. Mais le client lambda, lui, il va se rendre compte comment par rapport à sa consommation d'essence, ni plus ni moins. Ouais, ou tu te tapes des codes défauts, tu sais pas trop pourquoi, quoi. Tu as une banque les véhicules l'autre faible. Bah bien sûr. Et là les véhicules en question que j'ai refait au poil. C'est comme ça, ils ont vu par rapport à leur consommation. Ils m'ont dit bah merde, j'ai fait le calcul, c'est vrai que j'ai gagné, j'ai gagné 2 litres. Et puis c'est vrai qu'elle est plus péchue. Et la conso, encore une fois, tout le monde se base quelquefois là-dessus. Et moi j'avais le tour aussi dans le monde d'où je viens avec les gros V8, où on se dit tiens une conso de 20-25 litres, ça ouais c'est normal. Mais en fait non. Moi quand je refaisais certains moteurs, je faisais du 15-16 litres avec un rendement qui était bon. Mais en fait, comme ton rendement est bon, tu optimises ta consommation d'essence. Ta consommation est optimisée. Bien sûr. Un moteur bien fonctionne nickel. Quoi, tu vois. Moi, avec un V8, j'arrive à avoir, sur un V8 Atmo, j'arrive à être à 10-12 litres au 100. Ouais. J'y arrive. Oui, en techno moderne. Moi, avec ma Porsche bien réglée, là, maintenant, les consos, on s'est écarté des consos d'origine, mais de base, quand je l'avais réglé la première fois, quand elle était encore full stop, j'arrivais à tourner à 9 litres au 100. C'est pas déconnant. Non. Voilà, mais par contre, bien réglé. Bien réglé. Sur mon Cayenne là-bas, en V8 diesel, pareil, je suis à 9 litres. Voilà. Quand je vois des véhicules, je regarde et je vois les consos, on est pété les 20 litres, je me dis merde. Ouais, il y a un problème. Il y a un problème. S'en occuper, quoi. Mais les gens, pour eux, tant qu'ils n'ont pas de voyants, tant qu'ils n'ont pas de choses bizarres, tant qu'ils ne tombent pas en panne, pour eux, c'est non, tout va bien. Mais non, nous on le sait. On le sait. Alors des fois, c'est difficile à faire comprendre ça aux gens. C'est délicat. Tu arrives avec un véhicule qui va, ça fonctionne, il tourne encore en fait. Tu vois. Ouais, mais c'est pas optimal, quoi. Mais c'est pas optimal. Et une Porsche doit être optimale. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez garder votre Porsche en vie longtemps, elle doit être optimale, mais tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Bon, ce qui
quittera là-dessus. Et puis bah, voilà, tous les liens dans la description. Et puis moi, on va s'occuper de rentrer toutes les infos là comme il faut. Et puis bah, on va se revoir à l'occasion. Ouais. Allez, à plus, à la semaine prochaine. Et puis voilà. Ciao, bye.